Bon alors, nouveau cours sur les lettres persanes. Je vous fais d'abord un résumé de l'œuvre. Ensuite, on va voir un peu les principaux thèmes, notamment le féminisme, comment Montesquieu donne la parole aux femmes. Et en un siècle où les femmes ne sont pas libres, hein, les femmes à cette époque-là sont mariées parfois de force, surtout dans les bonnes familles. On fait des arrangements, etc. Et donc, les philosophes des Lumières sont sensibles aussi à cet aspect d'une sorte aussi d'absence de liberté. Dans la religion aussi, l'absence de tolérance. Alors, on relie ces deux phénomènes. Donc, le résumé, en fait, il s'agit de deux Persans. La Perse, aujourd'hui, c'est l'Iran. Ispahan, c'est la ville, c'était la capitale à l'époque. Aujourd'hui, c'est Téhéran. Mais Ispahan, aujourd'hui, reste toujours la capitale culturelle de l'Iran, puisque c'est là qu'on a des chefs-d'œuvre de l'art, ce qu'on appelle l'art pré-islamique. Et c'est la ville, une ville magnifique qui est très peu visitée, puisque l'Iran est devenu une république islamique et longtemps considérée comme dangereuse. Aujourd'hui, elle s'ouvre un peu au tourisme, mais c'est vrai que les gens ont du mal à y aller parce qu'ils ont peur, tout simplement. Donc les Uzbeks et Rikas sont deux seigneurs persans qui entreprennent un voyage d'études en France. Ils quittent Ispahan, et c'est leur ville natale, en 1711. Ces deux voyageurs donc ont deux personnalités différentes et deux démarches différentes. D'où l'intérêt de leur correspondance. Eux-mêmes, d'ailleurs, à un moment, vont se disperser et vont correspondre l'un avec l'autre. Et chacun, en fait, va donner son point de vue sur la France. Sur la différence entre la France et l'Iran, la différence entre l'Occident et l'Orient, la différence sur la chrétienté et l'islam. À cette époque-là, comme je vous l'avais dit, hein, on commence à traduire les Mille et une nuits. Les gens s'intéressent beaucoup à l'Orient et on s'intéresse beaucoup aussi à tous les récits de voyageurs, à l'exotisme, à la différence des cultures. On commence à s'ouvrir à la mondialisation, si j'ose dire, hein, entre guillemets. C'est le début de l'intérêt pour les sociétés étrangères. Ce qui implique une remise en question de la culture française, de la façon de vivre française. On se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne vivrait pas de manière différente? Est-ce que notre mode de vie est le meilleur ou non? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Voilà les questions que posent les Lumières, tout en critiquant aussi l'Orient parfois. Ils ne vont pas accepter, par exemple, le harem, ils ne vont pas accepter la soumission, etc. Pas question de dire qu'une culture est meilleure que l'autre, mais on les compare. C'est le début d'une sorte de comparatisme. Et aussi, c'est un siècle, le XVIIIe siècle, où les élites voyagent beaucoup et s'entretiennent entre elles. C'est-à-dire, les philosophes des Lumières français vont à Londres, les Anglais viennent en France. S'installe ce qu'on va appeler le cosmopolitisme littéraire. Le cosmopolitisme, c'est l'ensemble des élites du monde, surtout de l'Europe à cette époque-là, qui se rencontrent et dialoguent. C'est nouveau. Et c'est le début aussi d'une vraie culture européenne dont on a aujourd'hui l'héritage. Donc Uzbek, lui, il est très attaché à sa patrie, c'est ce qu'on appelle un seigneur éclairé. Il souhaite venir en Occident pour échapper aux représailles qui le menacent dans une cour corrompue en Perse. Et sa franchise lui a valu plusieurs ennemis. Il a aussi envie de comprendre, dans ce voyage d'études, comment fonctionne la France. Il quitte à regret son sérail. Alors le sérail, c'est ce qu'on appelle le harem. Le sultan, il y en a encore aujourd'hui, hein. Ils ont des harems et constitués de femmes. Donc ce qu'on appelle la polygamie, qui est autorisée en Orient, qui est interdit en France. Et donc il a 5 épouses dans ce harem, et il est sûr que ces femmes, bien sûr, l'aiment et sont complètement dévouées à lui. Et pour le garder, ces femmes, il y a ce qu'on appelle des eunuques. Un eunuque, c'est un homme qui a été émasculé, et qui, comme ça, il n'y a pas de tentation, il ne peut pas remplacer l'homme, le sultan, et il garde ces femmes. Donc il y a aussi des correspondances avec des eunuques, pour savoir si le sérail se porte bien, si tout va bien. On va voir que cette structure tyrannique, qui est le sérail, ne tient en fait qu'à l'autorité d'un tyran. Lorsqu'il n'est plus là, la structure se désagrège, et apparaît effectivement une sorte de vérité des sentiments, vérité des relations, et Uzbek va s'apercevoir que finalement c'est une illusion de croire que
Ces femmes l'aiment, elles l'aiment parce que sous la contrainte, elles n'ont pas le choix. Et bien sûr, tout ça, ça va être un petit peu le symbole de l'autorité du roi. Le roi croit être aimé de ses sujets parce qu'ils n'ont pas le choix. Et que ce n'est pas vraiment l'amour ou l'élection qu'il aurait eu avec une démocratie, avec un peuple qui aurait voté pour lui, qui l'aurait choisi. Là donc, ça remet en question pas mal de choses. Ricard, c'est son compagnon de voyage. Il a une jeunesse, une gaieté, un sens aigu de l'observation, qui le porte à rire et à faire rire. C'est quelqu'un de plus léger, puisqu'il n'a pas de structure, lui, tyrannique, à déployer, à structurer. Lui, il aime côtoyer les salons, les beaux esprits, les jolies femmes. C'est l'être léger parmi ses deux compagnons. Donc ces voyageurs traversent la Perse, la Turquie et l'Italie. Et ils commencent une correspondance avec leurs compatriotes restés à Téhéran. Ils arrivent à Paris en 1712, et leur absence de préjugés, leur esprit vif, ingénu, leur valent de s'intéresser à la politique en France, à l'étrangeté des mœurs et aux traditions religieuses. En même temps, ils soulignent les ridicules de certaines traditions françaises et qu'ils ne comprennent pas. Donc c'est leur naïveté, leur esprit candide qui permet d'éclairer des travers français. En même temps, pour Montesquieu, c'est une façon détournée, hein, on a une argumentation indirecte de critiquer la France, le pouvoir, l'absolutisme. Et leur écriture permet donc de mettre en cause les fondements de la société française de l'époque. Pendant 8 ans, ils vont rester en Occident, et ces deux seigneurs persans échangent 161 lettres avec un nombre important, 25 personnes de correspondants, ce qui leur permet d'aborder tous les grands sujets de l'époque. La 161e, c'est celle que je vais donner en explication, qui est celle de Roxane, qui se suicide et qui clôt ainsi cet ensemble d'échanges. Donc voilà, tous les deux, Usbek et Ricard, empruntent des chemins différents, ce qui les amène, comme je l'ai dit, à établir une correspondance entre eux. Et ces échanges permettent de mesurer, là encore, un double regard porté sur la même réalité de la société française. Ricard fait preuve parfois d'ironie, d'un humour, alors que Usbek, lui, préfère la sagesse, essaie de comprendre, d'essayer de trouver une solution à ce qu'il n'arrive pas à percevoir comme rationnel avec son esprit persan. Donc voilà, cette chronique française permet de découvrir les dernières années du règne de Louis XIV et de la Régence. Les 15 dernières lettres relatent la tragédie du sérail d'Usbek durant la période de 1717 à 1720. On peut y voir un peu tous les drames qui sont intégrés dans ce sérail, le drame des femmes, celui des eunuques et celui des serviteurs. On apprend ainsi que Zélis s'est dévoilé à la mosquée, que Zaki couche avec une de ses esclaves, et qu'un jeune garçon a été trouvé dans le jardin du sérail, et que Roxane, à la fin, effectivement, a été surprise dans les bras d'un jeune homme. Donc de Paris, Usbek essaye de régler les conflits, de rétablir l'ordre, en vain, car Roxane, avant de s'empoisonner, crie sa haine à Usbek et revendique son droit à la liberté. Voltaire répondra à ce procédé dans Zadig et dans Candide, le personnage un peu naïf, mais qui, par sa naïveté, éclaire d'un œil nouveau, rationnel, les déboires d'une société. Donc il s'agit d'un journal de voyage, où, voyageant, ces deux hommes écrivent des lettres. En même temps, c'est aussi un roman oriental, puisque ce sont des orientaux qui éclairent la société française par leurs références orientales, musulmanes aussi, et puisque toutes les lettres sont liées au calendrier musulman. Et en même temps, on nous montre la lutte des eunuques, on nous montre ces femmes au sérail, des choses que les Français ne connaissent absolument pas. Hein. Et ça, c'est ce côté reportage finalement. N'oubliez pas que la télévision n'existe pas, la radio non plus. Et donc on lit ce roman à cette époque-là, pas comme nous pouvons le lire aujourd'hui, on le lit comme une découverte, un peu une sorte de voyeurisme. On rentre dans un monde qu'on ne connaît absolument pas, et comment fonctionnent les relations entre un homme et ses femmes. Ça intéresse beaucoup les Parisiens à cette époque-là. Donc voilà, le choix de Montesquieu, ce choix d'un roman quasi épistolaire, s'inscrit dans une stratégie de séduction des lecteurs
qu'il s'est, lui l'écrivain, qu'il s'est intéressé par ce nouvel univers qui s'offre à eux. Comment une femme peut vivre dans un harem, comment elle peut se comporter, quelle relation elle peut avoir avec un homme qu'elle partage avec d'autres femmes. Ce qui est une grande curiosité à cette époque-là. La femme perse, donc, elle vit au sérail, et elle est représentée de manière très sensuelle. Bon, bien sûr, on joue avec l'exotisme, on n'est pas du tout dans un réalisme, on est dans une vision fantasmée du sérail par Montesquieu, et qui joue avec tous ces éléments, bien sûr, pour tenir en haleine son lecteur et le faire rêver. Hein, Le premier objectif de la femme perse, c'est de combler son époux, au départ, hein, dans l'apparence, hein, et de devenir sa favorite. Pour cela, donc, elle doit chercher à se montrer toujours plus belle, plus élégante que les autres. Je cite le texte, lettre 3. « Chacune de nous se prétendait supérieure aux autres en beauté. Nous nous présentâmes devant toi, après avoir épuisé tout ce que l'imagination peut fournir de parures et d'ornements. » La beauté ici caractérise les femmes perses dans l'unique but de séduire l'homme qui est qui est tout pour elles, puisque c'est la seule chose c'est leur seul divertissement, c'est leur seule attraction, puisqu'elles ne font rien d'autre. Elles sont un peu comme des oiseaux dans une cage, qui sont là pour chanter, pour leur maître. Hein. C'est très particulier. Montesquieu revient à plusieurs reprises justement sur la toilette de ces femmes, et ce qui prouve l'intérêt qu'il accorde à ce sujet. Il utilise beaucoup d'expressions propres à réveiller le sens de son lecteur et à le faire rêver. Fatmé, par exemple, ne va jamais se coucher sans être parfumé par des essences délicieuses. L'adjectif délicieuse ici fait appel à la fois au goût, à l'odorat du lecteur. On s'imagine que cette femme orientale n'est pas comme toutes les autres femmes occidentales. On a toujours des hyperboles pour les caractériser. Elles sont très sensuelles, elles font rêver. Leur métier, finalement, c'est de séduire, de faire plaisir à un homme. Donc effectivement, à l'époque, ça fait rêver les lecteurs parisiens. Elles paraissent presque divines dans notre monde, complètement extraordinaires. Elles ont 1000 grâces naturelles, des essences délicieuses. On les décrit comme des êtres, des divinités, qui sont là vraiment au service d'un homme. Ça donne à cette œuvre aussi un côté divertissant. Les lettres persanes, c'est pas seulement à l'époque de leur publication, un livre intelligent qui fait réfléchir, c'est aussi un livre qui va faire rêver les gens sur une réalité qu'ils ne connaissent absolument pas. Montesquieu apporte aussi une importance considérable aux femmes occidentales, puisque justement les deux persans vont comparer les femmes occidentales aux femmes orientales. Elles sont décrites à travers le regard critique et étonné de ces deux garçons, de ces deux seigneurs perses, et Montesquieu joue un petit peu sur l'origine des étrangers pour livrer une critique à la fois amusante et pleine de vérité sur les femmes de la société de son temps. En effet, les deux seigneurs en voyage d'études ne peuvent qu'être surpris de la condition des femmes au XVIIIe siècle. Ils n'ont jamais vu des femmes aussi libres, aussi exposées aux autres hommes, puisque dans le monde oriental, la femme doit être voilée, elle n'a pas le droit de parler à n'importe qui. Et donc, ils vont porter sur ces femmes occidentales un regard amusant, candide, naïf, qui va éclairer cette société de manière nouvelle. Ils ne comprennent pas les habitudes des Français, leurs coutumes, les manières françaises, et ils vont essayer de les comprendre. Et ça devient assez amusant pour l'époque. Usbek et Eureka restent complètement insensibles aux efforts fournis par les femmes occidentales pour séduire. Et pour eux, c'est ridicule. Dans une autre lettre destinée à son compagnon de voyage, Usbek se moque des femmes qui, malgré leur âge avancé, cherchent encore à séduire. Car pour eux, une femme, après un certain âge, doit se retirer complètement de toute vie sociale. Ce qui, d'ailleurs, même au XVIIIe siècle, existe toujours. On n'est pas comme aujourd'hui, quand il dit une femme âgée, pour eux, c'est une femme de 29 ans. Si la toilette des femmes françaises, de manière ironique, je cite le texte, « Il n'y a rien de plus sérieux que ce qu'il se passe le matin à la toilette, au milieu des domestiques. Un général d'armée n'emploie pas plus d'attention à placer sa droite ou son corps de réserve qu'elle met à poser une mouche. » Une mouche était une sorte de petit grain de beauté qu'on plaçait comme ça, un faux grain de beauté. Donc voilà, il se moque du soin que les femmes françaises mettent à être belles de manière un petit peu artificielle, ce qui
ne connaissent pas. Alors, comment la différence entre les femmes françaises et les femmes occidentales, c'est que les unes sont sensuelles, attirantes, mystérieuses, les femmes orientales, alors que les autres sont ridicules. C'est une vision tout à fait particulière, ridicule parce qu'elles sont trop apprêtées. Elles sont fausses, elles trichent avec leur physique, avec leur âge. Et encore, on n'est qu'au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, les pauvres Uzbeks et Réka, ils seraient complètement médusés. Donc là, c'est cet artifice qui vexe les deux persans. Montesquieu livre une réflexion plus profonde, par contre, sur la position des femmes en relation avec les hommes. Et ça rejoint son objectif principal, amener le lecteur à réfléchir sur le fonctionnement des différentes sociétés et tenter de les éclairer à la lumière de la raison. Il cherche ainsi à donner un essor nouveau en définissant des valeurs qu'il juge universelles et intemporelles. Il écrit de manière très précise la position et le rôle de la femme en Perse. Elle est représentée comme complètement dominée par l'homme, ne disposant d'aucune liberté individuelle, et pour cela il confronte différents points de vue qui s'accordent tous à dire que la femme est par volonté divine, une race inférieure à l'homme. Alors, Montesquieu décrit de manière précise la position et le rôle de la femme en Perse. Et ça lui permet en même temps de réfléchir sur le lien de domination qu'il y a entre l'homme et la femme, et que Montesquieu rejette complètement parce que ce n'est pas conforme à la raison. Alors rappelez-vous, on est toujours dans cette norme de la raison, de la réflexion, et Montesquieu, en digne philosophe des Lumières, ne voit pas pourquoi les femmes doivent être complètement dominées, censurées, voilées, etc. Et donc il va comparer bien sûr la chrétienté et l'islam et revenir sur les textes qui dictent la conduite des femmes en Orient. Donc ici, si la femme dispose, il le montre dans le texte, si la femme dispose de si peu de liberté, c'est parce que Dieu a décidé ainsi. La religion la plus répandue en Perse à l'époque, c'est l'islam. Et les prophètes mahométans ont clairement réglé des droits sur les sexes. La femme, dit-il dans une lettre, les femmes doivent honorer leur mari. Leurs maris doivent les honorer. Mais ils ont l'avantage d'1 degré sur elles. Les femmes donc sont tellement inférieures à l'homme qu'elles n'entreront d'ailleurs jamais au paradis. La religion musulmane à l'époque, suivie par la plupart des orientaux, comme le christianisme et le protestantisme le sont en Europe, ont ce discours particulier. C'est un discours d'hommes de foi qui est respecté même par les femmes, bien qu'elles leur fassent préjudice. Il n'y a pas de révolte possible. On le voit avec Roxane, la seule révolte qu'elle peut avoir, c'est par la mort. Donc c'est pas une révolte tout à fait positive, c'est tragique. Zélis, par exemple, une des épouses d'Uzbek, accepte l'idée que l'homme est d'une race supérieure à la sienne. Elle l'écrit, elle le dit. Elle ne cherche pas à le démentir puisque Dieu l'a voulu ainsi. Elle déclare simplement que la nature est industrieuse en faveur des hommes. Je cite le texte. Et souhaite que sa fille entre le plus tôt possible dans le sérail, avec sa fille soit aussi une favorite du sultan, car elle estime, je cite le texte, qu'on ne serait de trop bonheur de priver une jeune personne des libertés de l'enfance et de donner une éducation sainte dans les sacrés murs où la pudeur habite. Donc la domination de la race masculine doit être acceptée, elle est acceptée par tout le monde lorsque les tyrans, enfin les Perses, les sultans sont présents dans le sérail. Lorsqu'ils seront absents, ça va changer beaucoup de choses. Selon Uzbek, les femmes, je cite le texte, ont perdu toute retenue. Elles se présentent devant les hommes à visage découvert, en Occident, lorsqu'il parle des femmes occidentales et que ça le choque. Elles ont perdu toute retenue, elles se présentent devant les hommes à visage découvert. L'usage de se faire servir par des eunuques leur est inconnu. Il y voilà une marque d'impudence brutale à laquelle il est impossible de s'accoutumer. Donc les hommes perses, lorsqu'ils vont parler des femmes, ils vont parler de faiblesse, de désavantage, de soumission. C'est donc l'influence de la religion musulmane en Perse et du discours islamique qui amène effectivement l'idée que la femme doit être privée de toute liberté. Ça justifie par la religion donc la relation qu'ils ont avec ces femmes. Donc pour Montesquieu, l'idée est toujours de défendre l'égalité entre les hommes et les femmes, entre tous les hommes, abolir l'esclavage. Il y a écrit un texte qu'on verra en première sur l'abolition des esclaves, l'esclavage, toujours au principe de la raison et de
la raison qui peut être aussi animée par la chrétienté. Dans le sérail, donc les femmes apparaissent comme des objets, des propriétés, comme des meubles, des propriétés exclusives des hommes. Usbek d'ailleurs ne séduit pas ses épouses, mais il les achète comme des biens matériels. Je cite le texte: « Dès que j'eus jugé digne de toi, dès que je l'eus jugé digne de toi, je lui mis au doigt un anneau d'or et je payai les Arméniens. » Donc il l'a acheté. Il y a des marchés aux femmes. On peut voir ça, si vous voulez voir ça, ce qui est amusant, c'est de voir un vieux film que vos mères et vos grands-mères... Vous voyez, c'était Angélique, la marquise des anges. Ça se passe aussi pendant l'époque de Louis XIV. Et on voit effectivement des hommes qui achètent des femmes et des marchés. Et bien sûr, Angélique est une occidentale, elle va être achetée beaucoup plus cher parce qu'elle est exotique pour les orientaux. D'ailleurs, on voit un Perse hein, qui apparaît dans ce film, qui n'est pas un film intellectuel, mais qui est amusant et qui reprend de manière un petit peu fantasmée, comme Montesquieu le fait, la relation des Occidentaux et des Orientaux et la relation aux femmes. Usbek, quand il n'est pas là, charge son eunuque de se considérer, de commander en maître, de prendre sa place dans le harem. Parce qu'il craint effectivement que la pudeur et la modestie ne soient plus des principes de rigueur lorsqu'il sera absent. Ce qu'il a entièrement, d'ailleurs, il a entièrement raison. C'est certainement la comparaison entre les droits dont disposent les hommes et ceux dont disposent les femmes qui vont permettre d'apercevoir le fossé qu'il y a entre les hommes et les femmes dans ce roman. La polygamie est autorisée pour les hommes, elle est en aucun cas autorisée pour les femmes. Bien sûr, elles sont des objets de consommation. Hein. Les femmes, dit Usbek, ne jouent ni ne veillent. Elles ne boivent point de vin et ne s'exposent presque jamais à l'air. Voilà. Ce sont tous ces petits plaisirs quotidiens dont seuls peuvent jouir les hommes. Et l'élément qui caractérise le mieux cette absence de liberté, c'est certainement le fait que les femmes n'ont pas le droit de recevoir ou de fréquenter des personnes qu'elles souhaitent. Elles doivent seulement être centrées sur le seul objet de leur plaisir qui est le sultan. Il leur a interdit de regarder ou de se montrer devant un autre homme, à part, bien sûr, leur mari, ni même devant un eunuque blanc. Si les femmes viennent à transgresser cet interdit, elles seront punies. Et les punitions infligées par les eunuques aux femmes sont décrites dans les 15 dernières lettres. Les choses étant venues à un état qui ne se peut plus se tenir, Usbek délivra à son premier eunuque un pouvoir sans borne sur tout le sérail. Donc, les eunuques sont chargés aussi de punir les femmes. Zachi et Sélis, par exemple, reçurent un traitement indigne, et toutes les femmes d'Usbek furent tenues enfermées chacune dans leur appartement, et contraintes, je cite le texte, de vivre sous le voile, bien qu'elles y étaient seules. Ces quelques punitions montrent sans doute la sévérité avec laquelle les femmes pouvaient être punies si elles ne respectaient pas fidèlement les règles strictes du sérail. Elles doivent vivre en se conformant aux volontés et aux désirs de leur époux. Le sérail, donc, c'est un exemple de lieu où les individus sont privés de liberté individuelle. Et le sérail doit être assimilé, bien sûr, on a compris, à la cour, où Usbek serait le roi et les femmes les courtisans. Il est difficile de percer un petit peu les intentions de Montesquieu, mais on comprend un petit peu à travers la critique du sérail, on voit un petit peu la critique de la cour. Et son but à Montesquieu, bien sûr, c'est de montrer, de réfléchir un petit peu sur le rôle des femmes, le comportement des femmes et leur absence de liberté. Les femmes sont soumises à la volonté des hommes, et Montesquieu veut montrer que cette domination n'est pas légitime. Bien qu'elle n'exclue pas des libertés, on va le voir avec Roxane, c'est pas parce qu'on la soumet que son esprit va être soumis, et que on a beau tout faire, elle sera toujours libre d'aimer, de penser, de vouloir ce qu'elle veut. Bien sûr, elle ne pourra l'exprimer que par une forme suicidaire, mais elle préfère la mort finalement à la fin que la soumission. Roxane, c'est le symbole un peu comme Antigone, tant pis si je meurs, mais je fais ce que j'ai envie, j'aime qui j'ai envie. Donc c'est le message très optimiste finalement, bien que ce soit tragique, de la puissance de la liberté, la puissance de l'amour, comme principe de libération de l'individu. Roxane, c'est un personnage intéressant, c'est la favorite de Usbek, c'est la plus fidèle,
c'est la plus belle, la plus vertueuse. Et pourtant, on va le voir, c'est elle qui va se révolter, on la surprend dans les bras d'un jeune homme, et bien sûr le jeune homme est aussitôt mis à mort. Et ici, Roxane va commettre un double crime, non seulement l'adultère, mais elle va se rebeller, et par la mort, donc, elle commet ce deuxième crime qui est de renier son mari, de préférer un autre homme, et de lui dire la vérité avant de mourir. Usbek est persuadé que cette femme l'aime. Hein, il est sûr qu'elle est complètement séduite par son attrait. Je cite le texte, « Elle défendit jusqu'à la dernière extrémité une virginité mourante. Usbek a cru voir en elle donc les transports de l'amour, alors que, on le voit dans cette lettre, il n'y a que la violence de la haine. » L'épouse qu'il croyait être la plus vertueuse se révèle finalement être la plus avide de liberté, celle qui porte le plus de haine à son tyran, et qui, effectivement, a une histoire d'amour clandestine, dont on ne sait pas grand-chose finalement, hein, sur ce garçon. Vous avez vu dans la lettre, on sait qu'il a le plus beau sang, etc., mais on ne s'attarde pas vraiment sur la description de ce garçon. Elle avait juste demandé à aller à la campagne, on l'a laissé faire, mais c'était pour se cacher dans une maison isolée avec ce garçon, et on les surprend donc dans les jardins du sérail, et c'est là qu'on va mettre à mort ce garçon. Lorsque Roxane évoque dans son ultime lettre l'exécution de son amant, elle utilise seulement quelques mots de formulation hyperbolique, blessant, humiliant pour Usbek, qui pour la première fois n'apparaît plus en maître du sérail, mais en époux outragé. Elle parle du garçon, donc le plus beau sang du monde, le seul homme qui me retenait à la vie. Et elle dénonce effectivement la bêtise finalement d'Usbek. Elle lui dit, tu me croyais trompé, mais c'est moi qui te trompais. Donc Roxane, c'est le symbole de la liberté. Elle ose enfreindre les lois du sérail. Elle tient tête à son mari. Et finalement, c'est l'espoir, Roxane, de faire basculer cette domination masculine. Par un acte qui est fort, un acte de résistance. Donc ce suicide apparaît comme un acte ultime de revendication de sa liberté. Elle passe par tous les interdits de la religion, qui interdit le suicide aussi, et se libère définitivement de l'empire que Usbek avait sur elle. Ce personnage féminin, donc, pour Montesquieu, il permet d'avoir une représentation différente de la femme. Pour la première fois, l'une d'entre elles ne se plie pas aux règles arbitraires fixées par la religion et refuse toute domination, malgré l'immense pouvoir de son époux. L'héroïne donc se bat pour les valeurs que Montesquieu a toujours défendues, la liberté, la tolérance, l'égalité. Hein. Le personnage de Roxane, donc, il a à la fois une vision politique et philosophique. D'ailleurs, Montesquieu montre l'importance des femmes. Il dit, dès la deuxième lettre, Usbek dit, la femme, pour la plupart des hommes, c'est ce qu'ils ont dans le monde de plus cher. Et d'ailleurs, c'est lorsque les femmes commencent à désobéir que le sérail d'Usbek se désagrège. De l'importance de la relation homme-femme dans la construction d'une société, d'une stabilité sociale. Les punitions qu'il afflige à ses épouses sont provoquées par la jalousie, la frustration de ne pas avoir un contrôle absolu. Donc déjà, lorsqu'il punit ses femmes, on voit qu'il est dans une sorte, ça manifeste une sorte d'impuissance, une sorte de... Il n'arrive plus à contrôler son univers, et cet univers se désagrège. Donc ça prouve que, quoi qu'il arrive, les hommes ne peuvent pas avoir sur les femmes, c'est aussi le sens de la lettre de Roxane, un pouvoir total. Rica dit par exemple, je cite le texte, « La loi naturelle soumet les femmes aux hommes ». Et il va y avoir un débat là-dessus, sur est-ce que cette soumission est liée à une loi naturelle, c'est-à-dire une loi raisonnable, une loi logique et qui tombe sous le sens. Et il va donner la parole, Montesquieu, à un philosophe occidental qui est certainement son double dans le roman. Et cette analyse se fait en 3 parties. D'abord, une réponse claire, non, je cite le texte, la nature n'a jamais dicté une telle loi. L'empire que nous avons sur elle est une véritable tyrannie. Elles ne nous l'ont laissé prendre que parce qu'elles ont plus d'humanité et de raison. Je dis.
Il analyse ensuite la position relative de l'homme et de la femme et définit l'empire que chacun détient. Je cite le texte, « Nous n'avons sur les femmes qu'un empire tyrannique, mais elles ont sur nous un empire naturel à qui rien ne résiste. » Donc Montesquieu marque ici l'opposition entre les sexes en utilisant le procédé de parallélisme, d'opposition, et la construction grammaticale un peu chiasmatique en chiasme nous montre que bon, nous avons un pouvoir tyrannique sur les femmes, et elles ont un pouvoir de séduction qui fait qu'on est aussi soumis à elles de manière indirecte. Il analyse un petit peu cette relation homme-femme de cette manière-là. Et il rappelle que, je cite le texte, « Chez les peuples les plus polis, les femmes ont toujours eu de l'autorité sur leur mari. » Et il donne, pour cette démonstration, une série d'exemples. Donc à travers tout ça, Montesquieu marque avant tout le fait que la femme détient un empire naturel sur l'homme, par sa séduction, parce qu'elle lui apporte, parce que l'homme a besoin de sa féminité, et qu'il ne peut pas s'en passer pour construire son univers social. L'auteur nous fait part de ce qu'il estime être la meilleure relation qu'il pourrait y avoir entre un homme et une femme. Avec la représentation qu'il donne ici de la femme, il va à l'encontre de toutes les étiquettes et préjugés de la société de son temps. C'est un esprit moderne qui montre effectivement qui ouvre un débat moderne sur la liberté des femmes dans leur relation aux hommes. Dans les lettres persanes, donc, Montesquieu donne différentes représentations de la femme occidentale, orientale, etc. La femme orientale apparaît comme sensuelle, je l'ai dit, la femme occidentale artificielle, mais ici, le but c'est de divertir. Dans la réalité, Montesquieu veut vraiment montrer que ce n'est pas possible d'avoir une relation de domination, puisque, on le voit à la fin, dans le suicide de Roxane, dans cette domination, il n'y a plus rien de vrai. On ne peut pas acheter l'amour, on ne peut pas continuer à croire, à feindre, à se mentir à soi-même par le pouvoir qu'on a sur une personne. Tôt ou tard, effectivement, Busbecq s'aperçoit qu'il n'a rien pris de cet amour, qu'elle l'a trompé constamment et que tout a été artifice dans sa relation à Roxane.